Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Financial Corner. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un acteur que l'on voit rarement, mais qui intervient à chaque étape des grandes opérations financières, le juriste bancaire. Mon invité est Ahmed Ouattara, juriste spécialisé en financement structuré et marché de capitaux. Il accompagne des banques et des équipes de financement sur des opérations menées en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Après des expériences dans plusieurs banques de premier plan en Côte d'Ivoire, avec lui, nous allons entrer dans la mécanique concrète de financement, comment une opération se structure, ce qui se négocie réellement dans les contrats, à quoi servent les garanties et les conditions préalables du décaissement, et comment le juriste travaille avec les banquiers, les entreprises, les conseils externes, les régulateurs pour permettre au financement d'aboutir. Nous parlerons également du cas d'OHADA, des transactions transfrontalières, de la maîtrise du risque juridique et des compétences nécessaires pour évoluer dans ce métier. Ahmed, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fabrice, merci à toi de m'avoir invité. Okay. Ahmed, lorsqu'on dit qu'on est juriste en financement structuré, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout d'abord, encore une fois, merci de m'avoir invité à ce podcast qui, je pense, pourra nous permettre de faire la lumière sur une fonction qui est assez méconnue dans le secteur bancaire, qui est celle du juriste en banque. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on entend par juriste en financement structuré? Un juriste en financement structuré, c'est d'abord un juriste en banque, mais c'est un juriste qui est sur un créneau, qui travaille sur un créneau qui est différent des financements classiques. Donc, il est très souvent, sinon quasi totalement, appelé à accompagner la structuration et la mise en place de financements qui sont des financements sur mesure. Des financements sur mesure. Des financements. Ok. J'ai très bien compris le point. Un financement sur mesure, mais pour être un peu plus précis, c'est quoi la différence, par exemple, d'un financement bancaire classique et ce qu'on appelle un financement sur mesure? Très bien. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a deux mots à retenir quand on parle de financement structuré, de financement classique. Pour schématiser, prenons sur mesure et prêt à porter. Je pense que ça parlera à tout le monde. Les financements classiques, je les identifie à des financements prêts à porter, prêts à utiliser. On n'a rien qui est vraiment particulier ou qui semble sortir de l'ordinaire par rapport au financement qu'on fait. C'est des financements de besoins en fonds de roulement, des engagements par signature, très simples. On analyse la position du client, enfin sa situation financière, on lui fait un financement pour accompagner son besoin en fonds de roulement. Sur les financements structurés, c'est tout autre chose. On est sur du sur-mesure. On est sur une clientèle qui est plus exigeante que la clientèle classique. C'est une clientèle généralement qui peut vouloir imposer ses règles. Donc, il faut pouvoir satisfaire les besoins du client vraiment à la perfection. Les financements structurés ont cette différence-là par rapport au financement classique, qui est que l'actif qui est financé est celui-là qui va repayer le crédit. Ok. Donc, si je décide de financer le pont, un pont, un quatrième pont, un pont à péage, le financement qui est mis en place sera repayé uniquement que par le cash flow qui sera généré par ce pont-là, donc les péages. Donc, on essaie de calibrer le financement de sorte que l'argent qu'on recevra des péages pourra rembourser la dette ou pourra servir, enfin, réaliser le service de la dette, clairement. Donc, on a intérêt, lorsqu'on monte ce dossier-là, à calibrer, j'ai envie de dire, au franc près, pour être sûr que le client ne tombera pas en défaut. Donc, c'est un financement qui est sur mesure. Et à ce niveau-là, le
promoteur ou le sponsor ou même le client qui se lance dans ce financement-là va chercher à être suffisamment à l'aise pour pouvoir remplir toutes les obligations qui ont été mises à sa charge dans les documents de financement. Ok, ce que tu dis est vraiment très intéressant. Donc, je comprends que, contrairement à un financement bancaire classique où on prête à une entreprise X et qui doit fonctionner pour rembourser, lorsqu'on a un schéma de financement structuré, on finance quelque chose de précis dont les sources de remboursement sont adossées uniquement sur cet actif qu'on a financé. Exactement. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que finalement, c'est pas une opération qui est beaucoup plus risquée pour la banque, puisque à la fin de la journée, on entend dire que tant que l'actif vit, le client rembourse, mais ici, pour X ou Y raison, il a eu quelque chose d'actif. Est-ce à dire que le financement, il n'aura plus de porte de sortie ou contrairement au financement bancaire classique où on doit quand même pas mal de leviers. Là, je comprends que c'est vraiment uniquement sur cette opération que la banque se base. Et de ce qu'on sait que les tickets sont encore plus élevés. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui arrange surtout les demandeurs de financement et mettent quand même le prêteur en fait sur une corde raide? Avant de te répondre, je vais même peut-être te choquer. Le pire, c'est que dans ce type de financement-là, on prête à des entités qui souvent existent depuis quelques mois, qui n'ont aucun track record. On les appelle des SPV, Special Purpose Vehicle. Donc, ce sont des structures qui sont créées juste pour mener le projet à bien. Et c'est ces structures-là, nouvellement créées, qui sont notre client. Pour toi, banquier classique, on va dire, c'est quelque chose qui est difficile parce que généralement, quand tu finances, tu cherches un track record de ton client. Est-ce qu'il a déjà fait défaut? Est-ce qu'il a déjà? Dans le cas des financements structurés et des financements de projets, par exemple, ce n'est pas le client qu'on regarde. On regarde une personne qui est plus importante, le sponsor. Et qui est le sponsor? Le sponsor, en réalité, c'est la société qui a déjà mené ce type de projet-là dans d'autres pays ou même dans le pays. Donc, on regarde la capacité du sponsor déjà à rembourser ses dettes, la capacité du client, du sponsor plutôt, à pouvoir mener un tel projet à bien. Donc, il a un nom généralement. Il a déjà construit, par exemple, si on parle de ponts, il a déjà construit des ponts dans d'autres pays ou même dans le pays. Donc, il a un certain track record, mais on ne lui prête pas directement. On prête au SPV qu'il a créé pour ce financement. Donc, il peut avoir créé plusieurs SPV dans plusieurs pays pour des financements, chacun pour un financement. Les tickets sont plus élevés. On parle de milliards de francs CFA par banque sur des projets. On a vu récemment un projet qui s'est chiffré à plus de 250 milliards. C'est ce genre de projet-là qu'on finance en financement structuré. Et les tickets varient souvent entre 10, 15, 25, 50 milliards pour certaines banques. Donc, le risque est gros pour elles de ce qu'elles sont prêtes à mettre dans ce financement-là par rapport à ce qu'elles sont prêtes à mettre dans ce financement. Donc, mais ce risque-là, il est mitigé parce que dans les équipes qui structurent le deal, on a ce que moi j'appelle des gestionnaires de risque. Tu as des gestionnaires de risque de crédit, tu as des gestionnaires de risque juridique, tu as des gestionnaires de risque, d'autres types de risques de conformité, de risque environnemental. Et exactement, on essaie de réduire ou d'atténuer. On peut pas avoir un financement qui a un risque zéro. Ça, c'est impossible. Une force majeure peut arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver entre la mise en place d'un financement et le repaiement de la dette. Mais on essaie au mieux, chaque gestionnaire du risque spécifique essaie au mieux de contenir ou d'atténuer les risques qui peuvent arriver, en tout cas pendant la vie du crédit. Donc, ce que je remarque, c'est qu'il y a, pour contrebalancer en fait ces niveaux de tickets et cette grosse exposition au risque qui fait appel à plusieurs emprunteurs, il y a une analyse vraiment très fine du risque, détail par détail, pour vraiment les mitiger au maximum. Donc, ça fait appel à pas mal de compétences externes et même peut-être internes au projet. Effectivement. Je comprends. Donc, j'imagine que ça doit coûter beaucoup alors de faire de telles opérations. Donc, ça me fait penser, je pense que sûrement les entités qui sont éligibles à ce genre d'opérations doivent être quand même des entités de certaine taille. Je pense qu'il y a quand même une segmentation en termes de taille pour pouvoir. Est-ce que de façon pratique, une petite entreprise, même si elle a un projet intéressant,
dans ce type peut être éligible à avoir à lever des financements structurés chez Ticket là, même si c'est un projet très intéressant, hein, parce que j'imagine que quand même toute cette gestion fine des risques, ça doit vraiment coûter beaucoup en termes de commissions, de rémunération de partenaires, d'experts qui interviennent pour justement affiner vraiment le risque, quitte à presque le réduire. Donc, est-ce que c'est pas une chasse un peu gardée des grosses corporates, les financements structurés? Clairement, effectivement, ça reste une chasse gardée des grosses corporates pour l'élément que j'évoquais un peu plus tôt, qui est l'expérience dans la gestion, dans le domaine de ce type de projet. Ok. Mais ça dépend aussi. On peut avoir de nouveaux acteurs, des personnes qui arrivent, qui sont dans l'actionnariat, qui peut-être sont à leur premier projet et que la banque peut accompagner, soit parce que peut-être le constructeur de cet ouvrage à financer là a une certaine expérience. Donc lui, investisseur, on lui fait confiance pour accompagner sa SPV. Parce qu'on sait que la personne qu'il a désignée ou qu'il a choisie pour l'accompagner sur la construction de ce projet-là est quelqu'un de solide, qui a les compétences techniques. Mais je te rassure, aucune banque dans le domaine des financements structurés ne va prêter sans qu'elle se soit rassurée que au niveau de la technique, donc la technicité de comment le projet sera mené à bien, elle a été rassurée. Et pour ça même, les banques s'attachent les services de ce qu'on appelle le LTA. Donc, c'est un conseiller technique qui va venir passer derrière l'analyse ou les projections du client en termes de construction pour dire, tel qu'il a présenté son projet de construction là, c'est viable. Où il y a tel ou tel autre point à regarder de près. Et il va suivre la construction pendant toute la période de construction pour s'assurer que effectivement les attentes des prêteurs sont remplies, sont rencontrées. Donc, ok. Ça doit prendre beaucoup de temps, hein, pour faire ce genre d'opération avec tous ces due diligence, que de ton expérience. Parce que bon, je pense que tu as fait les deux casquettes, hein. Tu as été juriste en banque commerciale et là aujourd'hui tu es je pense que c'est toujours quand même banque commerciale, mais tu es plus spécialisé tout ce qui est financement structuré. En général, en termes de délai de traitement de ton expérience entre le début en fait d'un gros financement structuré, le début des discussions et jusqu'à la mise à disposition du financement, quel délai ça peut prendre? Parce que quand je t'entends parler, je vois toutes ces étapes, je me dis quand même, c'est pas une opération qu'on boucle en 1, 2, 3 semaines ou un mois. En moyenne, de ce que tu as pu observer, ton expérience, ça prendrait combien de temps? Je vais te donner une comparaison. J'ai justement dans les banques où on finançait beaucoup de PME, où on avait des PPP, des programmes products. C'est quoi un PP? C'est des types de financement qui sont calés, où les conditions sont déjà arrêtées, les conditions d'octroi du crédit sont déjà arrêtées, et pour lesquelles on regarde juste le client, dès qu'il remplit les conditions, il est éligible au crédit, on formalise donc le prêt et on lui met à disposition. Sur ces genres de choses-là, j'ai travaillé dans une banque qui était très efficace, où on pouvait décaisser entre la demande du client et le décaissement, il pouvait arriver 48 heures. Okay. Ça, c'est parfait pour les entrepreneurs. Ils aiment ça. Sur des financements structurés, j'ai été dans des environnements où on a commencé un dossier quand j'intégrais la banque. 3 ans après, il n'était pas encore fini. 3 ans? 3 ans après, il n'était pas encore fini. 3 ans pour financer un projet. Est-ce que c'est pas un problème de coordination? Parce que quand même 3 ans, moi, je sais pas si c'est les standards dans vos fonctions, mais quand même 3 ans à patienter à faire un financement et que c'est pas un peu excessif. Non, la vérité est que je pense que le projet a plusieurs phases. Ok. Quand on approche le client ou quand le client approche la banque pour l'accompagner sur ce financement, il y a une certaine excitation et il y a toute une due diligence qui est faite, due diligence technique, juridique et tout. Et il peut arriver que pour X ou Y raison, le projet soit retardé. Notamment si tu as une composante, je vais dire, politique. Donc, à ce moment-là, il y a un ralentissement. Souvent, le dossier, tu as l'impression que le dossier est au point mort. Mm-hmm. Et puis, du jour au lendemain, il se met à être accéléré. Ça devient plus compliqué pendant qu'on est en plein dans le dossier, de nouvelles données arrivent.
de nouveaux investisseurs viennent et disent, ah non, on ne peut pas aller sur ce niveau d'engagement, on peut pas prendre de tels, réaliser de tels engagements. On renégocie des thèmes qui souvent avaient déjà été agréés. Ok. Donc, on revient encore sur des négociations et ça fait que le délai s'allonge. Le délai s'allonge d'autant plus que pour des dossiers qui ont des composantes, encore une fois, politiques, mais qui sont liées à des gouvernements, par exemple, on verra que il pourrait, le projet ralentira, par exemple, parce que on est en période d'élection. Donc, en période électorale, on va décider de mettre le projet en stand-by pour voir comment ça se passe. Malheureusement, on est dans une zone du monde où l'instabilité politique est notoirement connue. Donc, à un moment, on peut décider de surseoir à l'exécution d'un projet pour voir quels sont les résultats des élections, comment l'atmosphère politique ou sécuritaire du pays se développe. Donc, c'est d'autant de facteurs qui permettent ou qui ont pour conséquence d'allonger des délais sur certains projets qui font que, bah voilà, on se retrouve avec des délais très longs. Ok, donc je retiens que c'est le niveau en fait des projets, l'impact, notamment toutes les parties prenantes qui doivent participer, qui peuvent avoir des contraintes spécifiques, qui peuvent parfois rendre ce projet. Quand on regarde ton parcours, il est très intéressant. Vraiment félicitations. Moi, c'est la première fois que je vois un juriste qui prend le temps aussi d'affiner ses compétences en finance. Moi, je vois que tu as fait notamment la certification d'HEC, l'ICCF. Vraiment bravo pour ça. Ça me fait penser à une question. Est-ce que c'est vraiment cette certification-là dans ton parcours? Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui veut faire des financements structurés? Parce que ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un métier spécifique qui demande des compétences vraiment fines sur des opérations complexes qui peuvent beaucoup intéresser des jeunes qui nous suivent. Donc, si tu devais donner un conseil à des jeunes, est-ce que déjà toi, tu as choisi de faire ce métier-là dès le départ, ou c'est par la force des choses, par des concours de circonstances que tu es arrivé? Et est-ce que si un juriste, quelqu'un qui a une formation en droit, veut faire ça, il doit forcément faire ce certificat aussi, avoir d'autres compétences en finance obligatoirement pour être un juriste financier structuré? Quel conseil tu donnerais à des jeunes? Déjà, j'aime à croire que c'est les circonstances hasardeuses qui souvent nous mènent sur certains sentiers. Moi, particulièrement, je me suis retrouvé à faire du financement structuré. J'en avais fait c'était pas vraiment du financement structuré, c'était surtout que on sous-participait à un financement structuré. Et en lisant la documentation, j'ai été choqué parce que nos conventions de crédit classiques à l'époque qu'on faisait tournaient autour de 8-9 pages. Et je me retrouve avec une convention de crédit de 80 et quelques pages. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on écrit dans 80 pages d'un contrat de financement? Et je commence à lire, je me rends compte que c'est un tout autre univers. Mais j'aime l'expérience parce que le ticket est gros. À l'époque, c'était le plus gros financement de la banque. Et je me demande, mais comment on arrive à un tel financement? Quelques années plus tard, je me retrouve avec une offre d'une grosse banque de la place qui s'est spécialisée dans ce type de financement-là. Je saute les deux pieds en avant. Je me retrouve dans un environnement que je ne connais pas du tout. Et je pense que je suis arrivé dans cet environnement avec ce que je vais qualifier comme étant une vertu, c'est avec beaucoup d'humilité. Et de toute façon, j'avais pas trop le choix, je connaissais absolument rien. Donc pour moi, j'arrive, j'ai l'impression de recommencer ma carrière, de réapprendre. Donc je me mets en mode, je réapprends tout. J'absorbe tout ce qu'on me donne. J'absorbe ce que mon responsable me donne. J'absorbe ce que mes collègues commerciaux, mes collègues du crédit, mes collègues de la conformité me donnent. Et rapidement, je me renseigne. Et ça, c'est un conseil que je donne à quiconque, en tout cas dans notre environnement qui veut se lancer dans les financements structurés. C'est d'être très flexible et d'absorber comme une éponge. Ok. On ne saura absolument pas tout. On ne peut pas tout savoir. Et quand on débute dans les financements structurés, on ne sait pratiquement rien. Il ne faut pas se fier à ce qu'on a lu dans les livres. Et d'ailleurs, les ouvrages, il n'y en a pas tellement en français. Donc, il faut absorber. Il faut apprendre du vécu des autres. Il faut être très flexible. Et il ne faut pas être trop pressé.
généralement, on essaie de mettre la pression parce que c'est de gros financements. Mais on ne sera pas tout de suite à 100%. On va y aller après 1, 2, 3, 4, 5 dossiers de financement. On commence à voir venir la chose. On commence à comprendre la mécanique. On commence à comprendre les interactions. On commence à comprendre même les négociations. Pourquoi le client négocie tel point si durement? Ce n'est pas l'apparence qui compte. Il y a une raison derrière qu'il ne va pas forcément vous donner. Donc, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'humilité et il faut beaucoup de travail aussi. Ok, mais moi je veux comprendre pourquoi avoir choisi de faire une certification en finance. Est-ce que c'était vraiment utile pour être un juriste en financement structuré? Parce que bon, ce que je vois moi à la banque classique, les juristes sont pas forcément au départ de nos discussions avec les clients quand on doit faire des financements. Ça fait tout un circuit de validation. C'est vrai que j'ai une expérience dans une banque où il y a un juriste qui était dans le comité de crédit, ça c'était exceptionnel. Moi j'ai fait plusieurs banques, j'ai jamais vu ça, j'ai vu ça dans une seule banque que dans la place. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un juriste d'avoir des compétences en finance? Est-ce que tu le fais parce que tu as un plan de carrière que tu suis, ou est-ce que tu estimes que pour être un bon juriste, il faut avoir aussi des compétences en analyse financière, structuration du financement et autres? Je vais répondre différemment. Pour être un bon juriste en banque, il faut comprendre la banque. Et la banque, est-ce qu'elle fait? C'est beaucoup de finances. Mon cas particulier a été que il y a un document qu'on appelle dans le financement les term sheets. Okay. C'est un document qui regroupe l'ensemble des conditions commerciales de crédit juridique et autres, du crédit qu'on s'apprête à mettre en place. Donc, quand le client vient nous voir, il nous dit, je veux faire tel projet. On analyse son projet, on discute avec lui, on passe ces documents en revue, on dit, OK, on peut t'accompagner, mais voilà principalement les conditions que tu vas devoir respecter pour qu'on puisse t'accompagner. Et donc, ça comprend le montant du prêt, les types de garanties ou sûretés qui vont accompagner le crédit, ce genre de choses-là. Et il y a une partie où on parle de ratio. Mm-hmm. Et à ce niveau-là, on a beaucoup d'abréviations. Tu as des DSRA, des DSCA, tu as des EBITDA. Donc, pour moi, quand je prenais, j'arrivais à cette partie-là, instinctivement, tu sautes la partie. Tu te dis, bon, ça, c'est un risque de crédit, ils vont regarder. Mais je me suis posé une fois la question, mais finalement, si lors d'un call, parce qu'on fait beaucoup de calls sur ce type de financement-là, un client discute cela et qu'une question me revient sur ça, je sais même pas de quoi on parle. Ça a piqué ma curiosité et j'ai décidé de faire la certification pour pouvoir au moins me familiariser à ces thèmes-là. Qu'est-ce que ces thèmes-là revêtent comme réalité? Qu'est-ce que c'est? Comprendre l'analyse d'une entreprise, comprendre mes collègues du crédit pour ne pas discuter inutilement certains points. Finalement, la certification m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis à même de pouvoir lire les états financiers d'une entreprise, peut-être pas aussi bien que mes collègues du crédit, mais dans des discussions, je sais de quoi on parle et je sais leur répondre et je sais présenter certaines choses aux clients en tant que juriste. Et je pense que ça aussi, c'est un élément qu'il faut que nous, juristes, on intègre. On n'est pas que juriste quand on est en banque. On est banquier. On est juriste banquier. Et ça, pour moi, c'est un métier différent. Okay. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je partage pleinement ce point. Hein. Voilà. Moi, je vais même plus loin en général quand on est à la banque. J'estime que chaque service, notamment ceux qui interviennent dans toute la chaîne d'évaluation de crédit, parce que souvent la chaîne se grippe pour ça, hein, entre celui qui est au crédit et qui a pas une vision commerciale, un minimum pour voir un peu ce dont le cuisinier a besoin. Il est très bon dans les superbes structurations, mais à la fin de la journée, on peut jamais les décaisser parce que le client n'est pas d'accord. Tu as aussi le commercial qui n'a pas une grande culture risque de crédit ni compréhension de politique de crédit de sa banque. Il fait des dossiers très bien, mais que sa banque va jamais valider. Et tu as le juriste qui fait plein de blocages pour des choses basiques qui vont vraiment changer grand chose en fait dans le risque de crédit que porte la banque. C'est pour ça que je souscris vraiment à cette démarche et je tiens à t'en féliciter parce que c'est pas courant les juristes qui ont cette approche
Moi, je suis sûr que dans l'institution où tu es vraiment d'un très grand apport, forcément, avec ces compétences financières que tu as. Moi, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que dans la chaîne de validation des crédits, notamment banque commerciale, est-ce que le juriste doit pas être mis un peu plus en amont? Est-ce que tu penses que la position c'est une critique personnelle que je te demande. Est-ce que tu penses pas que les juristes doivent peut-être intégrer beaucoup plus à un niveau plus en amont dans la chaîne de validation des crédits? Est-ce que ça permettrait pas quand même de résoudre ce qu'on appelle, si on parle de time to yes, time to cash, time to yes, quand on fait un dossier, le temps qu'on dise oui. Souvent, pour on finit de dire oui et pour mettre l'argent à disposition, tu as plein de blocages. Ça, c'est le time to cash. Est-ce que on doit pas intégrer un peu plus les juristes en amont, voilà, pour améliorer un peu tous ces délais-là, à ton avis? Mon avis personnel sur la question est que le juriste, les juridiques de façon générale doivent être associés dès les premiers moments du dossier de crédit et idéalement pendant l'analyse et la décision de crédit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'analyse, et je pense que tu pourras me corriger si je me trompe, quand j'analyse un dossier de crédit, je cherche à couvrir plusieurs risques, dont le risque juridique. Et le risque juridique se matérialise à deux niveaux. Tu as la convention de crédit qui formalise le crédit et tu as les sûretés ou garanties qui accompagnent le crédit. Comment tu peux prendre une décision éclairée d'accorder un crédit à quelqu'un si tu n'as pas couvert le risque juridique? Donc, tu finis de décider de donner le crédit à une entreprise et au moment de la mise en place, le juridique va te dire il y a tels aspects que vous n'avez pas couverts. Est-ce que tu penses que c'est efficace, toi? Mais est-ce que c'est votre rôle de nous dire quel aspect on a couvert ou pas? Le rôle du juriste en banque, c'est de gérer le risque juridique. Le risque juridique dans le remboursement de la dette. Ou même ne serait-ce que dans le remboursement, parce que finalement, le but du crédit, c'est d'être remboursé et en chemin de percevoir des intérêts qui vont rémunérer la banque et des commissions. Mais nous, tu sais, nous dans le podcast, on aime vraiment les choses terre à terre. Parce que risque juridique, remboursement, tout ça. Est-ce que tu as un cas concret, mais un cas pratique qui te vient en tête quand tu dis que, par exemple, on a fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas couvert le risque juridique et ça crée un défaut de paiement? Est-ce que tu as une opération de financement là qui vient en tête où on a fait ce qu'il faut, on a structuré, on a réglé le risque de crédit, mais parce qu'on a loupé un petit aspect juridique qui peut créer un défaut de financement sur l'opération? Je te prends c'était pas un défaut de paiement dans ce risque-là, mais je te prends un dossier qui est passé, qui est accordé, en tout cas qui est validé au niveau du comité de crédit, avec par exemple une sûreté donc on ne fait pas un crédit par rapport aux garanties, mais les garanties restent quand même un élément important du crédit, enfin de la décision de crédit en tout cas. Et donc ce dossier-là est validé, et puis quand il arrive, on demande une sûreté qui est l'hypothèque. Et on se rend compte que l'hypothèque ne peut pas être prise sur le terrain. L'hypothèque ne peut pas être prise. Ne peut pas être prise. Pour quel motif? Pour X ou Y raison. Ça pouvait être que le sol sur lequel l'usine ou le bâtiment a été construit est indisponible, ou c'est du domaine public, ou X ou Y raison. Mais on ne peut pas formaliser l'hypothèque. Tu as décidé d'accorder un crédit à quelqu'un, tu as décidé de prendre une garantie, une sûreté, et tu peux pas la formaliser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner encore vers ton comité pour dire, mais finalement, on vous a dit on allait prendre ça comme sûreté, mais on peut pas le prendre, donc on va chercher autre chose. Bon. C'est gênant parce que tu te seras, toi, en tant que commercial, engagé vis-à-vis de ton client, tu lui as dit, on va t'accompagner, on a une décision de crédit, on va formaliser les actes et puis on va pouvoir te mettre l'argent à disposition. Et tu passes de cette situation-là, on ne peut pas. Maintenant, on doit trouver une autre solution. Est-ce que tu n'as pas un autre bien? Est-ce que tu n'as pas une autre garantie que tu peux nous apporter? Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour que ton dossier passe? Enfin, je trouve que c'est gênant. Commercialement, c'est pas intéressant. Réglons tous ces problèmes, réglons tous ces risques juridiques. Gérons-les en amont, de sorte à avoir une relation avec le client qui est efficace et intelligente. Tu es rentré dans un aspect qui est intéressant. Je pense que dans
ces interactions quotidiennes avec les clients, autant commercial que crédit, moi j'ai noté qu'il y a quand même un flou dans tout ce qui est garantie. Voilà, garantie, sûreté, tu as parlé d'un thème sûreté. Voilà, bon, on entend beaucoup. On entend garantie, on entend sûreté, moyen de couverture. C'est quoi les bons thèmes? Et finalement, c'est quoi la différence entre tout? Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle garantie, qu'est-ce qu'on appelle sûreté? D'un point de vue juridique. Il faut se rappeler que quand on prend, et j'utilise ce terme encore générique, une garantie sur un financement, c'est pour s'assurer que en cas de pépin, on puisse avoir quelque chose sur quoi se relier pour pouvoir repayer la dette ou à tout le moins avoir un moyen de pression efficace juridiquement par rapport à un client. Les sûretés, justement, viennent apporter cela parce que ce sont des mécanismes donc de protection ou de garantie de financement qui sont normés. On sait comment les constituer, on sait comment les réaliser surtout. Ok. On sait comment les réaliser et ça, c'est une composante très importante. C'est pas soumis à des aléas. On sait qu'il faut faire X, Y, Z pour pouvoir arriver au résultat de mettre le bien en liquidation ou de pouvoir avoir de l'argent en réalisant justement cette sûreté-là. Les garanties, c'est plus hasardeux. Moi, je dis que un engagement de domicilié est une garantie, mais c'est pas une sûreté. Déjà, ce n'est pas une sûreté parce que c'est pas prévu par l'OADA. Ça, il faut si c'est pas prévu par l'OADA, c'est pas une sûreté. Mais est-ce que ça dit que bon, je prends un cas sur le crédit en défaut. Est-ce qu'un engagement de domiciliation peut permettre à la banque de recouvrir ses fonds, par exemple? Si le crédit en défaut, ça veut dire que l'engagement de domiciliation n'avait jamais fonctionné. Parce que généralement, tu demandes la domiciliation soit mensuelle pour suivre le cash flow, pour être sûr que si le crédit se répaye mensuellement, l'argent arrive chaque mois pour couvrir, ou tu demandes que le paiement du marché, par exemple, sur les PME que tu finances, le paiement se fasse dans tes livres pour pouvoir te rembourser. Donc, si ton crédit est tombé en défaut, ça veut dire que l'engagement n'a pas fonctionné. Non. Et l'engagement, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, je vais faire. D'accord. Mais, je vais faire. Moi, je peux te dire, déjà, quand je signe la convention de crédit, je te dis, je vais rembourser. C'est le même type d'engagement. Ce n'est pas une sûreté, c'est juste un engagement de faire ou de ne pas faire. Ok. Je comprends que les sûretés, la banque a un mécanisme clair de recouvrement d'ossir ces sûretés. Mais une garantie, bon, moi, peut-être laissons l'engagement d'obligation aussi, on prend une autre garantie. Demain, si y a un défaut, ça dit que la banque n'a aucun moyen de recours parce que c'est pas une sûreté pour recouvrir ce fonds, elle n'a absolument aucun moyen de recours. Elle aura toujours moyen de recours parce que, et là, je pense que mes collègues qui font du recouvrement sont peut-être plus outillés que moi. Et ça, c'est un élément peut-être sur lequel on reviendra. On parle de juristes en banque, mais il y a plusieurs types de juristes en banque. Ok. Il y en a qui accompagnent sur du financement. Il y en a qui sont là pour recouvrer de l'argent parce que le financement ne s'est pas bien passé. Tu en as qui accompagnent l'activité de la banque hors crédit. Et tu en as qui accompagnent la gouvernance. Donc, il y a plusieurs types de juristes en banque. Dans certaines banques, tu as des juristes qui font tout. Dans les banques de plus grande taille, c'est un peu plus séparé. Donc, je laisserai certainement où je prendrai bien l'expertise de juristes sur le recouvrement. Mais au procès, tu pourras toujours dire qu'il n'a pas respecté son engagement de faire ou de pas faire. Alors que sur la sûreté, il a signé, il s'est engagé déjà. Donc, le bien qui a été affecté en garantie ou en sûreté est déjà connu. Donc, on n'est plus sûr de la discussion. J'ai calibré ma sûreté par rapport à ton engagement. Pour revenir sur l'hypothèque, tu m'as donné une maison ou un immeuble qui vaut 2 milliards. Ok. Je t'ai prêté 1 milliard. Tu n'as pas pu rembourser pour X ou Y raison. Mise en demeure, tu n'as pas respecté encore, tu n'as pas payé et j'en arrive au point où je veux réaliser ma sûreté. Je me suis assuré en amont de ce que le bien, la valeur du bien peut couvrir quand même le crédit à un certain niveau. Généralement 120-130%, dépendamment des politiques en interne des boîtes, des différentes banques. Et donc, à ce niveau-là, quand je décide de réaliser, j'ai un process qui est clair et qui est prévu par l'acte uniforme. Donc, je fais toutes ces étapes-là jusqu'à ce que soit on m'attribue le bien, donc ça vient compenser,
Et s'il y a un surplus, je te repaye ce surplus. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, si le crédit est de 1 milliard, que ton bien vaut 2 milliards, que je veux me le faire attribuer, je te repaye le surplus. Ou soit, on compense, et s'il en reste, tu me dois encore. Et donc, j'irai chercher d'autres sûretés. Ok. Si j'en ai. Ok. Le mécanisme est très clair. Il est très bien défini. Et donc, moi, banque, je suis plus à l'aise parce que j'ai un texte qui dit exactement ce qui va advenir si je veux réaliser la garantie. L'engagement de domiciliation. Tu as quel texte qui dit comment tu dois le réaliser? Aucun. C'est juste un engagement de fait. Pour moi, c'est une garantie. Ok. Ce n'est pas une sûreté. Au sens de l'OADA. Ok. Donc, les garanties, en fait, c'est des mécanismes qu'ont créé les acteurs eux-mêmes pour des engagements qu'ils ont pris en eux pour essayer de couvrir ces risques, mais qui sont pas des sûretés, en fait, Surtout pas des sûretés. qui sont pas des sûretés. Ok. Donc, de façon pratique, tout le monde connaît qu'hypothèque. Les hypothèques. Vraiment, tu passes par tout soir, on dit, les banquiers demandent une garantie liquide, ce qu'on appelle comme un cash call, ou bien hypothèque. Est-ce qu'il y a d'autres garanties, d'autres sûretés? Bon, j'emploie les bons termes. Hein. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sûretés, quand même, qui sont aussi efficaces, hein, pour du recouvrement? Voilà, qui peuvent se substituer, justement, à cette garantie-là pour que, les entrepreneurs ou d'autres puissent les utiliser aussi. Parce que ce qu'on entend, c'est que tout le monde veut que des hypothèques. Mais si on a des actes uniformes qui présentent une panoplie de sûreté, pourquoi on n'utilise pas d'autres? Est-ce que c'est parce que c'est l'hypothèque qui est la seule garantie la plus efficace finalement? Ou bien il y a d'autres garanties quand même que les publics doivent connaître pour proposer ça aussi aux banques, hein, que les banques aussi doivent proposer ça en fonction des types de financement. Est-ce que réellement il faut dire que l'hypothèque est la sûreté la plus efficace? Je doute. C'est l'une des plus solides. Je pense que tu l'as développé dans ton ouvrage sur les garanties. L'atténuation du risque de crédit avec des garanties éligibles. L'hypothèque est très intéressante parce qu'elle permet d'atténuer le risque de crédit. En termes de provisionnement, je pense que tu es mieux outillé que moi pour développer sur ce sujet. Mais c'est voilà pourquoi, à mon sens, l'hypothèque est prisée. Mais tous les clients ne peuvent pas apporter des biens en hypothèque. On a une multitude quand même, on a une grosse panoplie de sûretés dans l'acte uniforme, qui sont des sûretés personnelles, par exemple, qui parlent des sûretés personnelles, cautionnement, garantie autonome. Tu as des sûretés qui portent sur des biens, movable assets, enfin, excuse-moi, je mélange maintenant les trucs, mais des biens meubles, les biens meubles Okay. corporels. Et tu as des sûretés qui portent aussi sur les biens meubles incorporels, par exemple. Et tu as du dégage, par exemple. Tu as du nantissement de compte bancaire. Tu as un transfert fiduciaire de somme d'argent. Moi, je pense que là, tu t'en dans beaucoup de techniques. Je te les cite pêle-mêle. Non, mais on peut aller plus en détail. Je pense qu'on a un peu de temps pour le faire. Donc, par exemple, comment tu classerais les sûretés? Comment tu les classerais? Est-ce que on peut avoir quand même une petite présentation? C'est pas pour faire forcément un cours juridique, mais pour qu'au moins ceux n'ont pas le temps d'aller lire tous les actes uniformes. Je pense que même, je suis sûr même qu'il y a d'autres, même peut-être des juristes même qui n'ont jamais vraiment lu tous ces textes-là dans le détail. Ce serait des juristes très risqués, hein. Ça, c'est une attitude très risquée. Voilà. Donc, est-ce que quand même, parce que je pense que même un profane, peut-être qu'il s'il lit, il pourra pas comprendre de façon simple. Donc, est-ce que quand même, on peut avoir une classification en 5-10 minutes peut-être de toutes ces sûretés-là, les plus connues, les plus facilement utilisables, et leur rôle concrètement, tout ce que ça apporte dans un financement et à quel moment on peut y penser. Voilà. Donc, grosso modo, il faut retenir deux choses. En termes de droit OADA, tu as les sûretés personnelles et tu as les sûretés réelles. Donc, dans les sûretés personnelles, considère que c'est une personne, physique ou morale, qui décide de s'engager pour couvrir les engagements d'une autre personne. Donc, le cautionnement, par exemple, il peut être fait par une personne physique ou une personne morale. La garantie autonome, c'est uniquement pour les personnes morales parce que c'est un engagement beaucoup plus fort que le cautionnement. Et les deux ont une réalité. C'est que, et même là, c'est pire encore parce que le cautionnement, c'est j'ai prêté à X. Tu t'es porté caution pour X. Si X ne rembourse pas, tu me rembourses. Ok. Quand je parle de garantie autonome, par contre, j'ai prêté à X. Tu dis que tu vas me payer le même montant si je viens vers toi.
qui rembourse et qui ne rembourse pas n'est pas la condition, généralement. C'est juste que quand je viens vers toi, je dis tu me payes, tu me payes. Il faut pas que ce soit abusif, effectivement. Mais si pour X, Y raison, je dis que j'ai un problème avec X, tu me repayes le crédit. Donc, pour être sûr que c'est une garantie qui est très exigeante, c'est une sûreté qui est très exigeante et on ne peut pas la faire souscrire, en tout cas c'est ce que je pense, à une personne physique. Donc, elle concerne que les personnes morales, c'est ce que le texte dit. Ça, c'est pour la sûreté personnelle. Non, juste pour que ce soit un peu plus clair aussi pour les auditeurs. Donc, il y a des cautionnements personnels et il y a des garanties autonomes. Et là, ce que je comprends, c'est que la différence entre les deux, c'est que pour la caution personnelle, elle peut être souscrite par une personne. Si je prends un cas, c'est-à-dire que moi, je prends un crédit, toi, tu es la banque, tu me donnes un crédit, une autre personne peut se porter caution pour mon financement. Mais la banque va la saisir uniquement si moi, je paie pas. Exactement. C'est ce qui est mis, en fait, dans les textes, ça, c'est le cautionnement. Est-ce que ce cautionnement peut être souscrit aussi par une personne morale, une entreprise? Effectivement, pas une personne morale. Il faut forcément que celui à qui on a fait prêt fasse défaut. OK. Maintenant, il y a aussi la garantie autonome. La garantie autonome, c'est une garantie, c'est une sûreté qui est très prisée parce que elle est indépendante des engagements du débiteur. Comment ça va? C'est-à-dire que dans le cautionnement, on a dit tout de suite qu'il faut que tu fasses défaut. Donc, c'est parce que tu n'as pas fait cette obligation de remboursement-là que je suis venu vers toi. Dans la garantie autonome, pour dire n'importe quoi, et ça, je l'ai déjà vécu, tu as des garanties autonomes que la banque elle-même émet pour couvrir son client par rapport à un fournisseur, par exemple. Et ces garanties-là, souvent, sont sur des périodes de 12 mois, généralement du 1er janvier au 31 décembre. Et elles doivent être renouvelées systématiquement. Les gens me diront, abus ou pas, mais ces fournisseurs-là attendent quelques jours avant l'échéance de la garantie, donc c'est-à-dire le 31 décembre, ils t'envoient un courrier, ils disent « Payez-moi la garantie », alors que la relation se passe très bien entre eux et leurs clients. Soit vous me payez le montant de la garantie, soit vous m'envoyez une autre garantie de même montant pour l'année qui suit. Le client lui a pas fait de défaut. Aucun Mais c'est une garantie dangereuse. Très dangereux. C'est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. La garantie autonome est très sérieuse. Voilà pourquoi elle est souscrite uniquement par les personnes morales. Bon, je comprends alors parce qu'à chaque fois, je fais quand même le parallèle, parce que comme je dis toujours, c'est les PME, surtout les petits gens qui sont moins outillés pour comprendre toutes ces choses. Donc là, je m'apprêtais à dire, par exemple, que si vous n'avez pas d'hypothèque, justement, trouvez une corporate qui vous tendait, qui peut se porter garant pour vous. Mais si même, là, tu es en train de me dire que une fois que cette grande entreprise-là se vient en appui, par exemple, à la PME, qu'elle fasse défaut à la banque ou pas, si la banque appelle la garantie autonome, le garant doit s'exécuter même s'il n'y a pas de défaut de paiement. Bien sûr, la banque, elle ne réagira pas comme un fournisseur. Elle appellera uniquement s'il y a besoin d'appeler. OK. Le fournisseur, il est dans son rôle. Il veut se couvrir. Il veut... C'est-à-dire, il y a une dette, mais elle n'est pas encore impayée. Elle n'est pas encore impayée. Mais je décide parce que c'est un engagement indépendant de l'engagement principal qui est souscrit par son client. Dit, je veux que tu me payes. C'est un moyen de pression. Discuter la légalité, bon, je rentrerai pas dans ça. L'opportunité, je rentrerai pas dans ça, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et la banque... Mais est-ce que c'est pas finalement un abus, même si tu as déjà vécu ça? Parce que tu peux avoir déjà vécu quelque chose, mais qui n'est pas normalement dans les normes. Est-ce que c'est pas un abus de ce fournisseur? Est-ce qu'il a le droit vraiment de faire ça? Est-ce qu'il a le droit, sur le papier, il a le droit d'appeler la garantie avant le 31 décembre, selon certaines conditions. Tant que ces conditions-là sont respectées, il a le droit d'appeler. C'est le texte qui fait foi, C'est le texte. Donc, c'est ça, justement. Donc, vous, les juristes, faites attention au texte. Exactement. Et c'est tout notre travail de gestionnaire de risque juridique. Donc, vous savez que vous n'avez pas fait votre travail dans ce cadre-là. Non, parce que c'est des documents qui sont souvent négociés avant émission. Quand la banque doit émettre un tel document, il y a des négociations. Le bon juriste dira à la banque ou à son management, ça, c'est risqué. Balisons. Mais généralement, quand la banque s'apprête à émettre une garantie autonome, elle sait vers quoi elle s'engage. Elle sait pourquoi ils ont demandé une garantie autonome au lieu d'un cautionnement. Elle aurait pu émettre un cautionnement, mais le client a dit, je veux une garantie autonome parce que le fournisseur est beaucoup plus à l'aise à cause de la signature de la banque. Et ça reste une institution financière qui
est solvable normalement. Ok. Donc, en gros, vous exécutez surtout en attirant l'attention, mais vous n'avez pas les prérogatives, en fait. Même si je pense que quand tu comprends la banque, quand tu sais ce que c'est que la banque, quand tu vois arriver une garantie autonome, tu sais exactement pourquoi on la demande. Ok. D'accord. Donc, ça, c'était les sûretés personnelles. À côté de celle-là, tu as des sûretés réelles, donc qui portent sur des biens. Ça peut être des biens meubles ou ça peut être des biens immeubles. Donc, quand on parle de biens immeubles, c'est ce que tout le monde connaît, c'est l'hypothèque. Ou une autre variante qui est le cautionnement hypothécaire. Mais on pourra développer sur ça après. Ok. Et tu as tout ce qui est gage. Donc, sur des biens meubles corporels. Quand je finance, par exemple, du café ou du cacao, je vais aller chercher un gage. Donc, sur ça, ma garantie va porter sur les fèves de cacao, les grains de café. Tu as du nantissement qui va porter plus sur des biens meubles incorporels. Donc, un compte bancaire, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher du doigt. Mais sur quoi je peux prendre une sûreté. D'accord. Et tu as une sûreté que j'affectionne particulièrement, qui est le transfert fiduciaire de somme d'argent. Bon, généralement, vous parlez de cash call, cash call, cash call. C'est un terme anglais. En droit WADA, nous l'appelons le transfert fiduciaire de somme d'argent. Donc, c'est-à-dire que, et ça peut paraître très bizarre pour des personnes qui sont en dehors du domaine bancaire, de dire, je viens te demander de l'argent, mais je dois mettre l'argent garanti. Ouais. Ça, c'est l'une des critiques aussi, hein. On se demande toujours, les PM se demandent toujours c'est quoi la logique. Je te demande 100 millions. Et tu dis, pour me donner 100 millions, donne-moi 30 millions d'abord. Est-ce que toi, juridiquement, qu'est-ce que tu penses de ça? Les comités de crédit ont leur logique. Ils veulent voir quelque chose en face. Il y a un niveau d'engagement peut-être pour lesquels ils sont assez frileux. Donc, ils ont besoin de voir quelque chose en face. Est-ce que ça permet de couvrir tout ton risque? L'exemple que tu as donné, pour 100 millions, tu as 30 millions en cash call, tu as quand même 70 millions d'exposition. Donc, bon. Mais pourquoi ne pas donner 70 millions en même temps? Même si tu donnes 70 millions, c'est 70 millions que tu donnes à blanc. Ça arrive au même. Peut-être que c'est pour, par rapport au service de la dette. Peut-être que c'est 3 mois, les 30 millions que tu mets en cash call, peut-être que c'est 3 mois de remboursement qui va leur donner le temps de faire face, par exemple, à une situation de retard de paiement, par exemple. Ok. Donc, il y a toute une logique derrière les garanties qu'on prend. Et justement, on revient encore au premier point qu'on a énoncé dès le départ. Il faut comprendre la banque. Parce que sinon, si tu es un juriste en banque qui ne formalise que des actes sans comprendre ce que réellement la banque fait, tu comprends pas ça. Ouais. Tu sais pas pourquoi on demande ce genre de garantie. Pour toi, c'est un non-sens. Mais il y a une logique qui n'est pas ta logique juridique, mais qui est la logique du comité de crédit et de la banque dans son fonctionnement. Donc, il faut comprendre le crédit. Ok. Donc, par exemple, ce dépôt liquide là, ce cash call comme on dit, c'est à la fois pour la banque et aussi pour le client, parce qu'il peut y avoir des périodes où quand même il n'a pas la liquidité pour faire face au service de la dette. Si c'est une échéance mensuelle, on pourrait utiliser partiellement cette garantie liquide là pour lui permettre de souffler un peu le temps qu'il a reconstitué. D'accord. Donc là, on a vu les sûretés personnelles. On a vu les sûretés réelles. On a couvert les nantissements, les gages, le transfert fiduciaire, la cession de créances à titre de garantie. Et ça, c'est un point très technique parce que la cession de créances à titre de garantie est différente de la cession de créances tout court, qui est de droit civil. Et dans une certaine mesure, je rentrerai pas dans tout ce qui est nantissement de marché public. Mais en gros, tu as une autre sûreté qui est la cession de créances à titre de garantie, qui est une sûreté aussi très intéressante pour les banques. Tu peux rentrer en détail, hein, pour qu'on comprenne. Cession de créances, tu as dit cession de créances, droit civil, cession de créances à titre garantie. C'est quoi la subtilité entre ces deux garanties? La subtilité entre les deux est que, déjà, comme on l'a dit, il y a une cession de créances qui est de façon générale prévue par le code civil. Donc, c'est-à-dire que je te cède une créance que j'ai. Donc, quelqu'un me doit un paiement.
et je décide de te l'affecter en garantie. Donc, c'est-à-dire que la personne me doit toujours, mais c'est toi qui percevras, par exemple, l'argent. Donc, dans la cession de créance à titre de garantie, elle est faite spécialement pour les banques. Ce que je pense qu'il faut faire très attention dans le texte, c'est dit que c'est spécialement pour les établissements bancaires et les établissements financiers. Et donc, c'est une sûreté qui est designée pour nous, qui est que le client va nous céder une créance qu'il détient sur un tiers qui va venir couvrir son exposition. Donc, on s'attend à recevoir un paiement de ce tiers-là pour couvrir les expositions ou l'exposition du client. Il est très normé en termes de formalisation. Tout ce qu'il faut y avoir à l'intérieur du contrat qui formalise justement la cession de créance à titre de garantie. Et en termes de réalisation, donc, on a les conditions de formalisation, les conditions de notification pour qu'elles soient opposables au tiers et à la personne qui doit payer, et puis ensuite les conditions de réalisation qui sont plus claires que, en tout cas, dans la cession prévue par le droit civil. Ok, d'accord. Donc, sûreté personnelle, sûreté réelle, dans sûreté réelle. Tu as tout ce qui est gage. Tout ce qui est bien meuble. Bien meuble. Dans les biens meubles, tu as les biens meubles corporels, tu as les biens meubles incorporels. Et dans les sûretés réelles, tu as les biens immeubles, qui est l'hypothèque. Et dans une moindre mesure, le cautionnement hypothécaire. C'est quoi la différence entre hypothèque? À quel moment pas d'hypothèque? À quel moment pas de cautionnement hypothécaire? D'accord. Donc, la différence entre les deux? Tu parles d'hypothèque quand tu apportes un bien immeuble d'un engagement. Donc, moi, je me lève, je prends un crédit, j'apporte ma maison en garantie. Je fais une hypothèque. Je ferai un cautionnement hypothécaire quand celui qui a pris le crédit n'est pas techniquement ou n'est pas celui qui apporte la garantie. Mais celui qui apporte la garantie n'apporte une garantie ou une sûreté que sur le bien. Donc c'est un tiers, je fais un crédit à la banque et toi, tu apportes ta maison en garantie de mon crédit. Donc vous verrez certainement dans l'acte d'affectation hypothécaire que tu te portes caution simplement hypothécaire. Donc, tu n'es pas caution sur tout ton patrimoine, tu es caution seulement sur le bien que tu as donné en hypothèque. Ok. Et ça, il faut en tenir compte. C'est pas techniquement, si j'ai bonne mémoire, prévu dans l'acte uniforme tel quel cautionnement hypothécaire. Je pense que c'est plus une pratique, mais c'est la réalité qui est derrière, qui est de dire que la personne qui apporte le bien en hypothèque est différente de celui qui emprunte. Non, hypothèque apporte un bien immeuble pour lequel c'est moi qui suis l'emprunteur. Et cautionnement hypothécaire, quand c'est moi qui emprunte, mais c'est un bien d'une autre personne qui... Mais en réalité, ça reste toujours une hypothèque, en réalité. Mais on a vu émerger effectivement une certaine pratique où dans la rédaction des actes notariés, on voyait caution simplement hypothécaire. Okay. Donc, c'était important pour moi de rappeler ce thème-là pour ne pas que des gens, en lisant, ne se disent, mais ça, j'ai entendu dans un podcast que les sûretés, c'est hypothèque, caution hypothécaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ouais. Ça reste une sûreté, en fait. Ça reste une sûreté, ça reste l'hypothèque. Mais ça me fait penser à une chose, parce que bon, tu disais qu'en fait, les sûretés, il fallait qu'elles soient reconnues par les actes uniformes, OHADA relatives aux sûretés. Et que tant que c'est pas une sûreté, en fait, les mécanismes, en fait, de recouvrement ne sont pas clairs, contrairement à une garantie. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Très souvent, dans les types de financement, on a des groupes qui sont internationaux, qui ont des filiales dans des pays. Et pour appuyer, en fait, les levées de fonds de ces filiales donnent ce qu'ils appellent, souvent on attend des garanties à première demande, des lettres de confort. Quel est vraiment l'apport juridique? Parce que je me dis, ils sont dans une zone différente, qui a sa propre logique juridique, qui est différente de la tienne. On t'apporte un document, en fait, qui est rédigé par eux, là-bas, qui n'est pas dans ta zone OHADA, c'est forcément pas une sûreté. Donc, qu'est-ce que ça apporte concrètement, en fait, finalement, dans les opérations bancaires d'avoir, déjà, c'est quoi une lettre de confort? C'est quoi la différence entre une lettre de confort et puis une garantie à première demande d'un groupe international qui lève des fonds de sa filiale en Côte d'Ivoire, par exemple? Et est-ce que finalement, ça couvre vraiment le risque de crédit puisque c'est pas une sûreté? C'est très intéressant comme question.
La lettre de confort, ça reste un engagement. Encore une fois. C'est pas une sûreté. C'est pas une sûreté. Je pense que dans aucun des systèmes juridiques, en tout cas pour le peu que je connais, ce n'est pas une sûreté. C'est un engagement qu'une maison mère, par exemple, prend pour dire que je vais accompagner ma filiale sur tels aspects. Je m'engage à le faire. Mais tu conviens avec moi que il y a rien de plus que j'ai promis que je vais faire. Ok. La garantie à première demande, si je ne m'abuse, c'est surtout de droit français. C'est l'équivalent, normalement, de la garantie autonome qu'on a ici. La difficulté est que je fais un crédit en Côte d'Ivoire à une filiale ou à une société qui est en Côte d'Ivoire, mais dont la maison mère se situe en France. Cette maison mère-là, peut-être qu'elle connaît bien la Côte d'Ivoire, mais elle connaît mieux la France et le droit français. Elle veut émettre une garantie. Elle est d'accord avec le fait de couvrir les engagements de sa filiale. Mais peut-être parce qu'elle a un peu de doute, quelques doutes sur les juridictions en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle maîtrise pas bien le droit ivoirien. Donc elle te dit, ok, moi je peux t'émettre une garantie à première demande qui est de droit français. Toi, en tant que banque, comment tu le perçois? Est-ce que tu es à l'aise avec? D'autant plus que ce document-là va arriver. Moi, juriste, je peux le lire. C'est écrit en français ou c'est écrit en anglais, je peux le lire. Mais est-ce que je connais le droit français ou le droit anglais ou je sais pas, le droit chinois? Parce que ça aussi, ça arrive. Le droit chinois pour dire que c'est exactement constitué par rapport ou c'est correctement constitué par rapport au droit du pays d'émission. J'ai un doute. Donc moi, je vais pousser pour que tu la fasses en droit OHADA. Effectivement, donc une garantie autonome. Ça règle un problème. Mais est-ce que cette garantie-là peut être réalisée vis-à-vis de toi qui te trouves à l'étranger? C'est une autre question. C'est à ça que je pensais quand... C'est une autre question. Uh-huh. Donc, on en arrive à quoi? Heureusement, il y a des instruments internationaux qui existent. Tu as les règles UISANS sur les garanties à première demande, qui est un texte international qu'on peut suivre, qui a un mécanisme qui est très clair, qui est connu de tous. Est-ce qu'il faut pas aller vers ça? Je pense que après ça reste des décisions qui sont prises en interne. Mais concrètement, ces règles internationales, quel est on va dire le force? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Qui a décidé de ces règles? Est-ce que tous les pays sont partie prenante? Quel est son impact? Si tu arrives à faire signer, par exemple, selon ces règles-là, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça permet, par exemple, directement à la banque d'aller saisir les comptes du garant, dit n'importe quoi en Europe? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Déjà, de mon point de vue, ça apporte déjà une sécurité juridique dans ce que c'est des textes qui sont pas soumis aux aléas généralement du texte national. Donc des aspects que, par exemple, le juriste en banque ou la banque n'aurait pas vu. Donc on a un corpus qui est très clair. Je crois que le URDD 758 n'est pas très long. Donc tout est incorporé. Donc on sait plus ou moins à quoi s'attendre quand on signe un type de garantie comme ça. C'est backé par des institutions fortes. La Chambre de commerce internationale. Je pense que c'est quand même un niveau, je dirais pas au-dessus de nos États en termes de souveraineté, mais tu comprendras que c'est un peu plus puissant. Donc à ce niveau-là, on est un peu plus à l'aise, par exemple. Et ça, donc, le principal atout, c'est d'avoir un cadre juridique qui est plus ou moins clair, qui n'est pas soumis à des aléas de droit interne. Ça, c'est déjà un point. Ok, donc c'est des conventions communes, en fait, qui ont décidé de faire un canevas unique pour tout le monde. Exactement. Au niveau international, on a décidé que pour tel type, si on se met dans ce régime juridique-là, voici les conditions, voici comment ça se réalise. C'est un peu comme, je sais pas si je le dis bien comme ça, mais c'est un peu comme des sûretés régies, mais au niveau international, voilà. Mais bon, là tu as parlé des actes uniformes sur les sûretés. Est-ce que si quelqu'un veut creuser un peu, c'est quoi le document qui régit ces règles internationales? Est-ce qu'il y a un document qui est dédié à ça? Oui, tu as des règles UISANS relatives aux garanties sur demande. 758, je crois, c'est la publication 758. Elle est disponible en ligne, Internet? Elle est disponible en ligne, oui et non, il faut payer.
Ok. Mais sinon, elle reste disponible, donc, moyennant paiement. Ok. Ok, d'accord. Donc, avec ce texte-là signé, si le garant en fait défaut, quels sont les moyens de recours? Ils sont prévus Ils sont prévus dans justement, le texte. et dans le texte de la garantie, et justement par rapport au URDD 758. Ouais. Ok. Donc, je pense que ce que je comprends, c'est qu'il y a pas mal de garanties qui sont prévues, organisées, normées. Il n'y a pas que les hypothèques, finalement. Voilà, des sûretés personnelles, des garanties autonomes, des gages sur du matériel, des hypothèques, voilà, tout ça. Il y a pas mal de garanties qui sont... De ton expérience de juriste bancaire dans la pratique, quelles sont les difficultés que tu as lorsque tu reçois, par exemple, j'imagine que nous, on valide des dossiers de crédit, une fois que le client signe la notification, on vous envoie. En général, j'imagine que, parce que nous, on critique beaucoup les juristes en banque. On dit que vous nous perdez beaucoup de temps, vous demandez pas mal de documents. Nous, c'est nous-mêmes, des banquiers, souvent en interne, on se plaint de nos juristes. J'imagine bien que les entreprises dehors et les particuliers ne comprennent pas le jeu. Est-ce que, si tu as des conseils, qu'est-ce qui vous empêche, en général, lorsque vous recevez des dossiers, quels sont ces documents-là de base que vous attendez à voir bien organisés pour vous permettre d'aller directement sur la rédaction des actes et d'anticiper vraiment tout ce qui vient ralentir les délais de décaissement? Comment vous analysez quand vous recevez un dossier? Qu'est-ce que vous faites tout de suite? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont vos premiers checkings? Je vais séparer l'approche en financement structuré de l'approche en banque classique sur des prêts dits vanilla loan. Donc, sur des prêts classiques, ce qui se passe, c'est que quand je reçois un dossier de crédit, je dois m'assurer que la personne qui va signer, l'entité qui va signer est correctement identifiée. Et ça, c'est le basique. Normalement, elle a ouvert un compte dans la plupart des cas. Donc, on voit tout ce qui est RCCM, les informations légales pour être sûr que j'identifie clairement la personne qui va signer l'acte. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes exactement? Parce que je pense que les gens ont besoin quand même d'avoir une vision bien précise. Je vais regarder deux éléments. Donc, le registre de commerce. Ok. Donc, qui est un peu comme la carte d'identité de l'entreprise. Donc, le numéro d'identification, la dénomination correcte, qui reprend les dirigeants. Mais au niveau du dirigeant, par exemple, il peut y avoir un problème parce que le registre de commerce peut ne pas être à jour. Donc, je vais regarder les statuts aussi pour regarder par rapport notamment à l'objet social. Est-ce que ce qu'il dit qu'il va faire, il est autorisé à le faire? Et d'autres éléments. Est-ce que il n'y a pas de limitation dans ce que le DG ou le gérant peut signer? Et je vais potentiellement demander une décision d'un organe interne. Ça peut être un conseil d'administration, par exemple, ou une assemblée générale si j'ai besoin d'avoir des pouvoirs en particulier. Donc ça, c'est pour ce qui est de la capacité de la personne à qui je prête à signer. Ah, ok. Tu veux t'assurer que la personne qui va engager la société pour ce crédit a vraiment les droits pour le faire. Et la société elle-même peut venir pour ça. Est-ce que légalement, tout est en place? Toute société ne peut pas prendre du crédit. Je peux avoir, par exemple, un RCCM qui n'est pas bien. Je dis n'importe quoi. Le numéro d'identification n'est pas correctement reporté. Le nom de la société n'est pas correctement écrit. Je dis n'importe quoi. Dans le système d'information de la banque, on a renseigné société Tartampion avec Y et dans les actes, c'est écrit Tartampion avec I2L. C'est pas la même personne. C'est pas le même, peut-être, numéro de RCCM. Donc, c'est tout ça. Ça n'a l'air de rien. Ouais. Mais c'est très important. Parce que si un problème se passe et que tu vas en justice, on peut te dire, mais tu t'es trompé. Et tu es un professionnel. Tu avais tous les documents en main pour pouvoir ne pas te tromper. Ça dit, tu es en train de poursuivre quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui n'existe pas, en fait. Voilà, parce que tu as mal fait, en fait, tu as mal identifié la personne. Ça, c'est très important, effectivement. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Deuxième point, j'ai besoin de la décision de crédit. Crois-le ou pas, il y a des banques où la décision n'est même pas encore sortie, n'est pas encore signée. On a parlé, ils ont validé en comité, faut faire. Ah non. Ça arrive. Je sais. Ça arrive. C'est pas possible, ça. Ça arrive.
Ça va venir, voici le papier qu'on a présenté, ils vont signer, c'est en train de faire le tour de table, ça va venir bientôt, faut faire. Ah non, pour anticiper les actes. Pour anticiper. Non, mais ça mon dépend. expérience. Ça dépend. Mon expérience. Mais on va pas faire signer tant que tu n'as pas les papiers. Mon expérience, et je vais pas faire signer. Ouais. Et je sais pas qui ferait signer ça. Vraiment, Ouais. il faut être un cascadeur pour pouvoir faire signer avant d'avoir eu la décision signée ou dans sa forme finale. Mais je peux faire un double travail entre ce que tu me dis et ce qui a été décidé. Je peux rédiger des actes et puis après toi tu viens me donner la décision. Je me rends compte que ce que tu m'as dit, tu avais omis des points ou c'était complètement différent. J'ai fait un double travail et dans ce cas-là, tu vas dire quoi? Ton collègue du juridique, il perd le temps, mais c'est toi qui lui as pas donné la bonne information. Donc faisons un bon travail une bonne fois pour toutes. Tu m'envoies le document, je fais un acte correct. Je n'aurai pas besoin de le refaire. Il va me falloir, si j'ai des sûretés, des éléments qui me permettent de formaliser la sûreté. Par exemple, si on me demande un nantissement de compte bancaire, il faut que le compte bancaire soit clairement identifié. Ok. Si on me demande de faire un nantissement de marché public, il faut que le marché soit arrivé, l'exemplaire unique soit communiqué pour que je m'assure que tout est bien fait. Donc, c'est d'autant d'éléments que j'ai besoin de recevoir et que justement le commercial ou le crédit sait par habitude qu'il faut les avoir, donc il les prépare en amont. Pas demander au client. Le client dit qu'il doit financer un marché. Prenons le cas où il veut financer un marché et il doit commencer les travaux dans 1 mois. Il doit savoir que si c'est un financement de marché public, il doit nous apporter l'exemplaire unique. On veut faire le décaissement parce que le marché doit débuter dans pas longtemps. Et c'est à quelques jours, là, on va dire non, mais on nous a pas apporté l'exemplaire unique. Ça retarde tout, le décaissement. Donc, c'est des choses qu'il faut voir en amont. Comme je dis, c'est des prêts standardisés. On n'a pas réinventé la roue. Mm-hmm. Tout ce qu'on doit faire est connu. En amont. En amont. Donc, normalement, quand on m'envoie le dossier de crédit, ça doit être des éléments qui sont dedans. Si je repasse dedans, que je vois que des éléments que je devais recevoir n'ont pas été apportés, je suis obligé de retourner vers le commercial. Le commercial qui doit retourner vers son client et ça fait pas sérieux. Donc, il faut comprendre, il faut savoir exactement ce qui sera demandé dans son dossier de crédit. Et puis, ça nous permet de gagner du temps. Moi, je pense que peut-être qu'il faut, je sais pas si c'est une pratique forcément dans toutes les banques, mais je pense qu'il faut que les juristes quand même aussi apprennent à pratiquer vraiment des checklists. Parce que même souvent, moi, j'ai remarqué, même quand il y a des checklists, même quand la checklist est enseignée, on dit non, sur la base des documents que tu as envoyés, il y a encore d'autres documents qui peuvent être demandés. Quand on apporte encore ces autres documents, ça crée encore d'autres documents. Donc, souvent, on a l'impression que c'est un travail qui ne finit jamais. Est-ce que, tu as des conseils pour qu'on puisse aller un peu plus vite? Est-ce qu'il y a vraiment un minimum? Quels sont les 3 documents, mais 4 documents de base qu'il faut regarder? Même au niveau même des entrepreneurs qui viennent demander du financement à la banque. Est-ce qu'il y a des documents de base vraiment qui doivent constituer en amont eux-mêmes de par leur culture bancaire qu'on veut justement améliorer avec ces différents podcasts qu'on fait? Est-ce qu'il y a des 2-3 documents, au moins 4 de base qu'ils doivent regarder, s'assurer qu'ils sont clean en déposant le dossier à la banque pour que ça facilite ce travail gestionnaire? Et est-ce que le gestionnaire, c'est quand tu reçois un client pour un financement, il y a un petit filtre qu'il doit faire rapidement là de documents spécifiques de base pour que ça facilite au moins le travail des juristes après qu'il y a des accords? Non. Qu'est-ce qu'il doit regarder d'un point de vue culture juridique? À 2 niveaux. Le premier niveau, c'est comme je te disais, c'est les documents légaux de la structure. Donc, déjà que le client s'assure que ces documents légaux sont à jour. J'ai changé de gérant, j'ai pas formalisé. Comment il doit formaliser quand il change de gérant? Il doit avoir une décision du conseil d'administration pour les sociétés anonymes ou pour l'organe délibérant pour d'autres types de sociétés qui dit qu'on a désigné telle personne pour signer. Si sur le RCCM, j'ai vu que c'est monsieur Claude qui doit signer les actes et que finalement quand je rédige, on me dit non, c'est pas Claude, c'est Pierre qui doit signer. Moi, il faut que je sois à l'aise pour savoir que Pierre a été normalement nommé pour pouvoir, et il dispose de pouvoir signer. Si vous n'avez pas fait ça en amont, moi, comment vous voulez que je sois à l'aise à faire signer l'acte par Pierre et puis aller dire... Et ça, c'est le truc courant que vous vivez, hein? Ça arrive très souvent. Ouais. Okay. Ça arrive très souvent. Donc, il faut être à jour au niveau de ces documents d'ouverture. C'est des documents d'ailleurs qui sont produits à l'ouverture de compte. Mais qui sont pas actualisés. Qui sont pas actualisés. Il faut faire ce travail d'actualisation là déjà pour ces documents constitutifs ou ces documents légaux du client. Ça, c'est pour ce qui est du client. Pour ce qui est du crédit, il revient pour moi au niveau du commercial
de comprendre son dossier et de savoir ce qui potentiellement sera attendu. C'est pas la première fois généralement qu'il fait ce type de financement. Donc, il sait plus ou moins il peut anticiper. Et de plus, il y a des checklists qui sont là, comme tu l'as dit. Donc, je sais que si je suis sur un financement, il y a une checklist. Je regarde, j'apporte ces éléments-là. Ça nous fait gagner du temps. Pour moi, c'est ces deux groupes de documents-là, l'un qui vient directement du client, l'autre qui doit être anticipé par le chargé d'affaires ou par le commercial. Et ensuite, je pense que normalement, tout peut se passer correctement. Ok. Je ne dis pas que en cours de chemin, on peut découvrir, parce que c'est de la documentation. En formalisant, je peux découvrir quelque chose en lisant. Je peux dire, il faut telle autre chose. En financement structuré, ça peut être autre chose. Ça peut être que, par exemple, pour que un marché ou un projet soit entériné, il faut un décret. On le découvre dans la due diligence. Ouais. Il faut solutionner ça. Parce qu'on peut pas repartir vers le client. C'est pas comme les prêts standards. On repart vers le client pour dire, on est bloqué et puis on attend. Non, rappelle-toi que c'est du sur-mesure. On accompagne le client. On accompagne réellement le client. Donc, on a besoin de trouver des solutions. Donc, à ce niveau-là, il y a des discussions qui ont lieu pour trouver une solution. Ok. Donc, je vois que vraiment qu'on a appris beaucoup de choses, en termes de garantie, métier de financement structuré, la différence avec les financements bancaires classiques. Quelle est ton analyse, en fait, du marché de financement structuré dans notre zone? Est-ce que tu penses que finalement, si on veut développer l'économie, développer le pays, il faut beaucoup plus de financement de ce type? Ou bien trouver des mécanismes pour que les banques puissent fassent plus de financement bancaire classique? Ou alors il faut quand même donner bonne part belle à tout ce qui est gros ticket, gros mandat pour des projets d'utilité publique? Quelle est ton analyse en fait de ce marché-là en Afrique de l'Ouest déjà? Oui et non. Hein. Après, tu sais que nous les juristes on dit jamais totalement oui, on dit jamais totalement non, mais la vérité est que les PME par exemple représentent une grande part dans le tissu économique et je pense que c'est celle-là même qui drive son développement. Après, il est important aussi que l'État puisse mettre en place justement le cadre pour que ces PME-là puissent opérer. Et ça passe par de grands projets. Ces grands projets-là ne peuvent pas être réalisés hors les financements structurés. Il y a de la marge pour moi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à construire. Il faut que les banques accompagnent justement. Il faut de la technicité, heureusement ou malheureusement. Il faut de la technicité, il faut des gens qui savent le faire. Beaucoup s'attachent D'ailleurs, ça demande de gros capitaux. Je vais pas citer d'actifs, mais on a de gros actifs ici qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Mais dans la première phase du financement, ce sont des institutions internationales qui ont envoyé le plus gros les financements. Et une fois que l'actif a commencé à opérer correctement, il y a eu ce mécanisme-là qu'on appelle le refinancement. Donc, c'est-à-dire que j'ai levé la dette en devises, en dollars ou en euros. Tout ce qui est frais pour le paiement en termes de FX, foreign exchange, sont élevés. Donc, ça fait que finalement, le coût de la dette est énorme. Donc, mais j'ai pas le choix parce qu'au départ, c'est eux qui ont les capitaux pour m'accompagner. Donc, je pars sur ça. Et puis, à un moment, quand l'actif fonctionne correctement, je me dis, bon, j'ai un truc qui est sûr maintenant. Je peux renégocier ma dette. Donc, je pars dire aux banques locales, regarde, mon actif là produit, je n'ai jamais été en défaut, je paye bien, ça rapporte. Je veux plus avoir à payer ces gens qui sont à l'extérieur là parce que ça revient trop cher. Déjà, on m'a fait un taux d'intérêt qui est élevé parce qu'il est corrélé au risque. Il y avait rien, donc ils m'ont facturé le maximum qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, je veux réduire ce taux-là. Je veux plus avoir de si gros engagements. Je veux pouvoir payer, par exemple, du dividende à mes actionnaires. Je veux m'alléger les coûts de transfert, ce genre de choses-là. Donc, je décide de venir refinancer. Et justement, c'est les banques locales, dans ce cas-là, qui vont accompagner. Mais elles viennent là où le risque n'est plus le même. Est-ce que ces banques-là doivent aller justement sur le risque primaire? Ça vient avec ses risques, effectivement, ça vient avec son lot d'inconfort, ça vient avec ses gros tickets. Je pense que on doit être sur la bonne voie. Comme je dis, il y a un dernier financement qui fait aujourd'hui les gros titres.
qui a été levé à coût de centaines de milliards. Je pense que de plus en plus, les banques commencent à s'intéresser, les banques locales en tout cas commencent à s'intéresser à cela. Et il faut de la technicité, il faut y arriver. Si on veut vraiment avoir de grands ouvrages, développer en tout cas les infrastructures, je pense qu'il va falloir passer par ça. Ok. Donc il y a une grosse marge en fait Pour moi, oui. Clairement, pour moi, oui. Le marché est encore trop faible pour toi, moyen, middle ou bien comment tu vois, il est encore trop. Quand on regarde avec ce qui se fait dans les pays industrialisés, je pense qu'on doit être quand même loin. Moins faible. Moyen, peut-être faible. Ouais. Parce que je pense que on peut faire beaucoup plus. On peut faire. Mais pour toi, c'est beaucoup plus un problème de capitaux parce que on a fait un premier podcast avec Joseph, qui était un spécialiste des machines, disait que c'est vraiment la capacité de l'écosystème en fait à mobiliser la liquidité, souvent qui fait que les institutions financières ont parfois beaucoup de mal à prêter à ces niveaux. Parce que tu disais que c'était des montants des tickets vraiment très élevés. Est-ce que pour toi, c'est le problème, c'est surtout au niveau de la liquidité, la canaliser vers des chemins, vers la sphère financière, ou c'est beaucoup plus un point de technicité? Parce que de ce que je comprends, ça appelle vraiment à des compétences spécifiques, multiples, pour réaliser en fait ces opérations-là dans des bons termes. Et je pense que même pour les opérations qu'on fait même au niveau local, très souvent, il y a des cabinets conseillés par des qui sont internes, des cabinets internationaux, ou bien qui sont même pas forcément souvent basés ici, même des cabinets juridiques et autres. Est-ce que c'est davantage un problème de technicité ou de capitaux disponibles? La technicité est peut-être un point, mais la technicité peut se résoudre. Tu ne verras jamais un financement structuré dans lequel on n'est pas accompagné par un conseil juridique, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des juristes en interne qui travaillent effectivement sur le dossier, mais on se fait accompagner par des cabinets, souvent des cabinets internationaux, parce qu'ils ont l'habitude. Et quand on en vient au financement structuré, la documentation est une documentation qui est en griffe standardisée. On a un canevas qui est le type de convention de crédit LMA, Loan Market Association. Donc, c'est des canevas. Et ce sont des canevas même qui sont prévus par zone. Tu as des canevas pour des zones, par exemple, en français, en anglais, pour des zones qui sont plus pour des financements qui sont portés sur l'Afrique, sur d'autres types de régions. Donc, la technicité, je pense que on peut résoudre ce problème-là. Dans un premier temps, déjà, s'attacher les services de cabinets internationaux qui ont l'expérience dans nos États. Il y a des cabinets locaux aussi qui nous accompagnent. Des cabinets techniques internationaux comme locaux qui peuvent nous accompagner plus particulièrement. Très généralement, c'est plutôt des cabinets internationaux qui nous accompagnent. Au niveau de la liquidité, je ne saurais pas te dire, je sais pas réellement si on peut, je connais pas forcément les stratégies des banques par rapport à cela. Est-ce que du long terme, parce qu'il faut se rappeler que ces projets-là, c'est généralement des choses sur 7 ans. Sur 7 ans, est-ce que ça rentre dans la politique de la banque? Bon, ça, je pense que chaque banque le décide. Je connais pas le niveau de frilosité de toutes les banques sur la place. Je connais pas leur créneau. Peut-être qu'elles sont sur du court terme, du très court terme, je sais pas. Donc, sur ça, je pourrais pas me prononcer. Mais je pense que la technicité peut être résolue. Il faut plus en faire pour mieux maîtriser. J'avoue qu'il y a pas beaucoup de banques sur la place qui partent de l'origination du deal jusqu'à la mise en place parce que ça demande un niveau de technicité effectivement qu'on ne retrouve pas forcément dans la majorité des banques sur les banques commerciales. Ouais. Ah bon. Donc en général tous les gros tickets que vous faites, on les connaît. C'est les banques qui structurent. Il y en a très peu qui font vraiment ces opérations-là et en général elles appellent d'autres banques qui viennent participer. Mais ces banques-là, mais dans l'origination, dans l'analyse de départ, c'est des conseils, des banques d'affaires au niveau international. Des griffes d'affaires qui savent faire, ou qui ont des filiales qui savent faire. On les connaît, hein, il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait 4, 5, peut-être sur la place, qui le font vraiment. Et donc, qui savent faire ça. Et derrière, ça veut pas dire qu'elles peuvent venir avec tout le ticket. Je dis que chaque banque a son SOL. Certains sont à 50 milliards, certains sont à 10 milliards. C'est quoi le SOL? C'est mon définir les termes avant, on n'est pas technicien. C'est ce qu'on appelle single obligor limit. Ouais. Donc, c'est une limite d'exposition par entité ou par groupe. Je décide que dans ma politique de crédit, par exemple, je ne vais pas prêter plus de 10 milliards à un groupe
parce que c'est trop de concentration, c'est trop de risque pour moi. Donc, je décide que maximum, ce que je peux faire, c'est 10 milliards. Donc, je n'aurai jamais un financement de 15 milliards parce que c'est au-dessus de mon SOL. Et donc, quand je fais une structuration de 200 milliards, moi, je peux apporter, je dis n'importe quoi, si mon SOL a 50 milliards, je peux apporter 50 milliards. Donc, je vais structurer la dette. Et quand je finis, je prends un engagement vis-à-vis du sponsor et du SPV, de la SPV qui est de dire, moi, je vais aller chercher, je vais aller mobiliser. Je vais faire mes meilleurs efforts pour mobiliser les 150 milliards qui restent. Ok. Donc, je vais aller toquer chez mes confrères. Ah, je vais pitcher, comme on dit. On appelle ça un roadshow. Donc, je vais aller les voir, je vais dire, écoutez, je suis en train de structurer un truc là. On va financer 200 milliards. Moi, je viens avec 50. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà à quoi ça ressemble. Tu signes d'abord un accord de confidentialité parce que c'est souvent des projets importants. J'ai pas envie que tout le monde sache. Donc, tu t'engages déjà à ne pas divulguer ça. Et ensuite, on fait le tour. Tu analyses les documents comme tu peux par rapport à ta politique en interne de crédit. Et puis, vous décidez, OK, nous, on peut aller. Nous, on peut prêter 20. Nous, on peut prêter 10. Nous, on peut prêter 5. Ok. À la fin de la journée, chacun dit, il donne une lettre d'intention. Je suis disposé à apporter 20 milliards pour le projet, sous telle condition. Et à la fin, quand j'ai réuni les 200 milliards, je dis, OK, à mon sponsor, j'ai fait le tour, j'ai pu boucler. On avance, on signe la documentation, tout ce qu'on appelle les documents de financement, et puis chacun décaisse. Ok. Généralement, on décaisse chez une banque. Donc, toutes les banques vont envoyer l'argent sur un compte qui est identifié dans la documentation et on va mettre cet argent-là à la disposition du client. On va suivre la réalisation du projet et quand il paye sur ce même compte. Et la banque qu'on appelle agent de la facilité va disperser l'argent selon les différents prêteurs avec leur niveau d'intérêt et leur principal qui est repayé. Donc, c'est tout un processus. C'est tout un processus, c'est tout un métier et d'ailleurs on prend des commissions pour ça. À chaque étape. Tu souris en parlant des commissions. Parce que s'il y a un problème, j'ai un problème avec le client et j'ai un problème avec le pool bancaire. Que tu as mis en fait dans la transaction. Exactement. Ça, ton métier allait d'être vraiment très, très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à un jeune et s'il veut le faire, c'est quoi le chemin? Et est-ce que c'est stressant, ça paye bien? Qu'est-ce que tu peux dire en fait sur le métier de financement structuré? Est-ce que je le conseille? Absolument. Ouais. Absolument, parce que ça te fait voir les choses différemment, de comprendre comment la tour F, par exemple, est financée. De prime abord, pour des gens, c'est pas très clair. Et comprendre toute la mécanique qui est derrière, c'est fascinant pour moi. Comment on y arrive? J'ai donné les clés. Comprendre qu'il faut être humble, il faut absorber, il faut se former. Quelle formation, par exemple? Quelle formation? Ouais. Déjà, la base, c'est de maîtriser, pour moi, le droit civil, parce que nos conventions de crédit de base sont basées sur tout ce qui est obligation, donc les contrats. Et ça, c'est généralement le droit civil. Donc ça, il faut comprendre. Il faut comprendre les sûretés, parce que même s'il s'agit d'un financement cross-border, donc transfrontalier, qui est fait entre différentes juridictions, à un moment, il y a une composante pour les projets qui sont réalisés en Côte d'Ivoire, il y a une composante ivoirienne. Donc, on va te demander ton expertise sur des sujets de droit ivoirien. Donc, il faut déjà les connaître, tout ce qui est sûreté, même en droit interne, sur d'autres aspects. Donc, ça, il faut les comprendre. Donc, il faut se former sur ça. Ensuite, en termes de, je l'ai déjà dit, il faut absorber. Il faut comprendre, il y a beaucoup de thèmes techniques, il y a beaucoup d'abréviations, il y a beaucoup de... Il faut être patient aussi, parce que ça prend du temps, on négocie, on revient, on repart, on fait des calls chaque semaine. Quand on arrive vers la fin du financement, au moment du décaissement, tu peux avoir des calls chaque 2 jours, jusqu'à pas d'heure. Okay. En début de carrière, c'est très présent. Les commerciaux, au niveau des financements structurés, souffrent encore plus avec les analystes. Eux, j'ai l'impression qu'ils vivent quasiment pas. C'est peur, hein. Très prenant. Effectivement, c'est très prenant. Mais ça paye bien. Ça paye bien. Je pense que ça paye bien.
Je suppose que ça Ouais. paye bien. Non, mais tu es dans le domaine. Tu peux pas supposer que ça paye Je bien. suppose que ça paye bien. Je pense que les environnements peuvent être différents. Différent d'une banque à l'autre, du travail, de l'importance, enfin, de la politique aussi de la boîte de rémunération. Mais je pense que de façon générale, ça devrait bien payer. Ok. C'est bon, tu es un juriste, hein. Jamais oui, En non. tout cas, correctement. Tu es, Ouais. voilà, ça paye correctement. Bon, on a la fin du podcast. On a passé, je pense, plus d'une heure d'échange. On a eu quand même à parcourir l'univers des financements structurés. On a découvert que c'est un métier spécifique qui octroie des financements sur mesure aux entreprises différentes des crédits bancaires classiques. Lorsqu'on a besoin de ce niveau de financement, c'est pas du tout fait. On dira pas découvert, escompte, sport, CMT. On a le projet au cas par cas. Ça demande pas mal de compétences au-delà des seules compétences de la banque en interne. Il faut faire appel à des spécialistes pour regarder certains risques juridiques, commerciaux, réglementaires, même au niveau pays. Voilà, donc le métier de juriste au sens où tu es très prenant. Voilà, notamment même pour les équipes commerciales qui ont à faire d'analyses beaucoup plus fines vu le montant en jeu. Voilà, donc, est-ce que tu as un mot de fin pour ce podcast, un message que tu aimerais partager aux auditeurs à l'issue de nos échanges? Oui, le premier message sera à l'endroit de nos collègues commerciaux, plus particulièrement. Le juriste n'est pas votre ennemi. Il travaille pas contre la banque. Il travaille pour ne pas que la banque ait des problèmes. Aux juristes qui sont en banque aussi, je pense que il faut se rappeler qu'on n'est pas là pour bloquer le business. On est là pour le faciliter, le rendre plus sûr. Donc, il faut qu'on sorte aussi de cette posture de j'ai trouvé un truc que je vous ai bloqué. Non. Le juriste doit trouver la solution. Il peut déceler le problème, mais rapidement, il doit faire suivre le problème d'une solution. Et ça, c'est un DG qui me l'a dit. Si tu lui apportes que des problèmes, à quoi tu sais? Il sait qu'il y a des problèmes. Tu es un gestionnaire de risque juridique. Donc, quand tu décèles un problème, tu accompagnes la formulation de ce problème-là d'une solution. On peut pas faire tant dans telle configuration, mais je pense que en faisant X, Y, Z, on arrive à une solution. Et c'est cela que le juriste en banque doit être. Il n'est pas avocat. Il est gestionnaire de risque juridique. J'aime bien ce terme-là. Je sais pas s'il est employé par d'autres personnes, mais pour moi, le juriste en banque, c'est le gestionnaire de risque juridique. Aux jeunes gens qui sortent des écoles de faculté de droit, qu'ils comprennent qu'ils ne savent pas grand-chose. Ils ont des connaissances basiques, effectivement, qui doivent éprouver dans la banque. Ça va commencer par des stages, puis des contrats, puis ils vont comprendre le financement classique, puis ils vont s'intéresser un peu plus, ou ils peuvent aller même directement sur des financements s'ils ont cette opportunité à des financements structurés, qui comprennent que ils vont pas maîtriser dès le premier dossier. Ils vont avoir des moments de doute, ils vont avoir des frustrations. Il faut capitaliser sur ça, il faut travailler dur pour comprendre la mécanique, pour comprendre le financement, pour s'améliorer. Et puis après, je pense que ça viendra. La vie, c'est comme ça, c'est les montagnes russes. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, des fois, t'es en haut, des fois, tu es en bas. Mais il faut s'accrocher. Pour les clients, comprenez que, bon, on fait le nécessaire. L'intérêt de la banque, ce n'est pas de ne pas vous donner de crédit, puisque c'est sur ça, généralement, qu'on se rémunère plus les autres services. Quand la banque prend du temps, c'est parce qu'elle essaie de régler un problème pour justement faciliter l'octroi de ce crédit-là. Malheureusement, dans la plupart des banques, je vais pas parler de bureaucratie, mais il y a tout un process. La banque, c'est essentiellement des procédures. Il y a des procédures qui doivent être suivies pour régler les problèmes des clients. Il faut souvent faire preuve d'indulgence, il faut faire preuve de patience. Même si je pense que des fois, on peut arriver à abuser parce que c'est une activité très, très chronophage aussi. Mais il faut que les clients comprennent que la banque travaille pour elles parce que leur financement, leur accompagnement, c'est qui rémunère la banque aussi. La banque, ouais. Effectivement. En tout cas. Et un point très important, tu l'as dit, tu l'as rappelé dans ton dernier ouvrage, on ne fait pas un crédit par rapport aux garanties. On fait un crédit parce qu'il se sera remboursé correctement. La garantie, c'est un plan B. C'est quand tout est gâté qu'on se tourne vers ça. Donc, il faut pas penser que quand on vient avec une hypothèque, on est tout permis. Parce que j'ai une maison qui vaut 2 milliards, ça veut dire que je peux emprunter automatiquement 2 milliards et que bon, la banque n'a pas à s'inquiéter.
si Ouais. la banque a à s'inquiéter. On ne fait pas un crédit parce qu'on regarde ta garantie. Bien sûr. On te fait un crédit parce qu'on sait que tu peux rembourser. Ouais. Et si tu rembourses pas, il y a quelque chose derrière qu'on peut... Dans le pire des cas, voilà. Et puis ouais, c'est bien dit parce que la garantie ne va jamais couvrir le risque de liquidité, qui est le risque en réalité le plus grave pour une banque. Voilà. Quand je prends l'argent de deux personnes qui me disent qu'elles viennent prendre cet argent dans 3 mois et que moi je prends ça pour donner à quelqu'un qui doit me rembourser en 2 mois, c'est un plan très clair. Hein. Il doit récupérer cet argent dans 3 mois. Moi, je calcule, bon, toi, je te donne ça en 2 mois, 2 semaines. Comme ça, quand tu m'envoies à 2 semaines à son échéance, je prends, je lui donne. Mais si je prends cet argent-là et que je dis, bon, ok, tu m'as donné un immeuble, donc bon, tiens l'argent, sans que j'aie regardé si tu peux rembourser au moins 2 mois, 2 semaines, et que après 2 mois, je dis, ouais, mon argent, mais je t'ai donné un immeuble, patiente. Donc, je fais quoi? Du gars qui vient 2 semaines après pour dire, ouais, mon argent. Exactement. Bon, comme je dis toujours, si on veut raisonner comme ça, à la fin de la journée, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'on a pris de l'argent de Pierre, on a donné à Paul, qui est en train de faire sa vie, mais Pierre n'a plus de vêtements. Voilà, c'est pas ça la logique. C'est pas ça. On cherche plutôt à trouver de nouveaux vêtements, des Louis Vuitton, pour Pierre et Paul. Pour que tout le monde puisse produire de la richesse progressivement. Donc, c'est pour dire que la garantie va jamais remplacer le risque de liquidité. En tant que ça, c'est le risque le plus dangereux pour une banque. Si quelqu'un entend tout de suite que dans sa banque, il y a des problèmes de liquidité, la première chose à faire, c'est d'aller vider la banque. Si tout le monde va vider la banque ferme. Voilà. Et quand une banque ferme, c'est vraiment des catastrophes. Voilà. C'est des catastrophes. Des gens des entreprises qui vont plus travailler parce qu'ils ont logé toutes leurs fonds là-bas. Pour des gens qui vont plus avoir leur salaire parce que si on a le compte de l'entreprise qui est censé approvisionner pour payer vos salaires ne fonctionne plus, comment on fait pour payer vos salaires? Si encore ces entreprises-là, c'est une entreprise par exemple qui dessert le marché local dans des aliments précieux, ils vont disparaître parce qu'ils n'ont plus de l'argent pour importer. Donc c'est des réactions économiques en cascade, avec même des crises sociales après qui créent du banditisme. Donc la banque est vraiment une institution très essentielle qui doit faire son métier avec beaucoup de rigueur. Donc cette base-là, la première des choses, c'est vraiment la capacité de remboursement qu'on veut vers une banque. Et les garanties, on se dit bon, il faut quand même psychologiquement, en fonction des montants que on demande, un petit moins de pression. Voilà. Donc, à la fin de la journée, le but, c'est vraiment pas chercher la garantie. On a mieux à faire que d'aller chercher à réaliser les garanties. On veut vraiment se concentrer sur, voilà, c'est très lourd, les équipes sont dédiées à ça, alors que ce qu'on veut, c'est du fait de business. Effectivement. Prêter à des gens qui remboursent à bonne date, on repense l'argent, on donne à d'autres personnes et tout le monde est content, plutôt que de, et puis même, dans la pratique, même les hypothèques, souvent tu finis, après toute la procédure, même ce que tu récupères, même, en payant tous les prestataires autour, les avocats, il te reste pas grand chose, même souvent, pour couvrir. La banque, le but de la banque, c'est pas de détenir des biens immobiliers, donc elle va chercher à revendre. C'est pas une agence immobilière. C'est autre chose. Il faut pas regarder les garanties quand on prend du crédit, et les clients aussi doivent savoir que, surtout les PME, et ça, je dis ça pour elles doivent penser leur business pour qu'il soit en griffe bancable. C'est bien d'avoir un business à son nom. Mais il faut pas que tout le business ne dépende que de toi. Parce que tu vas, en tant que, généralement, en tant que société, c'est vrai, on a ces produits-là qu'on prend assurance sur la personne clé pour couvrir, mais il faut penser plus loin. Il faut structurer son entreprise pour que ce soit elle ait une capacité d'emprunt qui est intéressante. Pas qu'on dise, mais s'il meurt, on fait comment? Ça, c'est aussi très important. Ouais, c'est vrai qu'on appelle souvent des hommes à tout faire. Tu vois, nous-mêmes, souvent, on voit même dans notre quotidien, il suffit que le gérant tombe malade. On qui voyage et tout est à l'arrêt. On se dit, mais attends, on finance une entreprise, comment on peut financer quelqu'un? Donc, ça veut dire que si on le cogne dans la ville, il y a un accident, mais tout devient château de cartes. Et ça, c'est courant. Tu as des cas même souvent rien que pour des voyages même religieux, des choses comme ça, l'activité n'est pas arrêtée. Et un autre point qu'on aurait peut-être pu aborder, et ça, je tiens à le préciser, ça, c'est quelque chose auquel on fait pas très attention, surtout les entrepreneurs, les PME. À l'époque, quand j'en faisais, des gens qui sont dans du business et qui sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Et quand ils demandent un crédit, ils se retrouvent à devoir, par exemple, faire ces affectations hypothécaires là. Et puis on leur dit, mais monsieur, il faut l'accord de votre femme pour signer la convention. Mais comment ça? Il faut faire attention.
Je ne dis pas qu'il faut pas se marier sous La communauté de biens. le régime de la communauté de biens, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit aussi. À chaque fois, il faut falloir que la femme donne son accord. Parce que le bien a été, dépendamment de la période à laquelle le bien a été acquis, tout ça. Ah, c'est une bonne information, hein. C'est des éléments qu'il faut. Alors, les entrepreneurs doivent se marier sur la séparation des biens. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il doit avoir ça en tête. Tu es un juriste. Le juriste, ça dit jamais, ne fais pas ça, il faut pas faire ça. Il faut en tenir compte. La décision finale revient aux gens qui prennent la décision. Nous, on ne fait que donner des... En tout cas, merci encore pour cet échange très riche. Donc, nous sommes au thème de notre second numéro de Financial Corner, qui était consacré au métier de juriste financement spécialisé, financement structuré. J'espère que vous avez pris le temps de parcourir ce thème, de comprendre tous les tenants aboutissants. Donc, on se retrouve dans un prochain numéro pour aborder une thématique aussi intéressante que celle-là qui vous permettra de développer votre culture bancaire, financière et juridique.